maintenant avec ce regard porté depuis le Languedoc sur la vallée du Rhône. Tatiana Parico est avec nous, elle arrive au pupitre maintenant pour parler bois. Tatiana est œnologue au laboratoire du Bernet. Bonjour Tatiana. Bonjour à tous. Parlons bois donc ensemble en œnologie. Voilà. Donc on a... Il faut prendre son temps. Oui. Okay. C'est pas que je t'ai pressé en plus. Non, 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 ouais. vas-y. Ça va sinon? Moi ça va, merci. Ça va bien depuis ce matin? Très bien, c'était intéressant. Donc je vais vous parler du bois en œnologie. Parce qu'on parle donc, de la segmentation des produits, des vins rouges. Qui dit segmentation des produits, dit segmentation des pratiques. Donc on l'a vu pour la vinification avec M. Robert à l'instant, mais un vin n'est pas terminé à la fin de la fermentation malolactique, bien au contraire. Il suit toute l'étape de l'élevage et qui dit positionnement différent dans la pyramide que M. Bertrand présentait tout à l'heure, dit aussi technique d'élevage différente. Donc on va essayer, je vais essayer de vous rappeler quelques fondamentaux sur le choix du bois, sur son effet sur les vins. Et je ne vais pas vous donner de recettes toutes faites parce que déjà, je n'en connais pas beaucoup et qu'en plus, ce serait extrêmement rébarbatif et assez présomptueux de ma part. Le bois peut avoir en fait différentes formes, on va le voir ensemble là. Voilà. On va le voir juste après, quand ça arrivera. Donc effectivement, le bois, voilà, c'est ici. Il existe une infinité de formes de bois, une infinité d'origines de bois, une infinité de tonneliers, une infinité de chauffes. Donc ça fait qu'on a à notre disposition énormément de possibilités de boiser un vin lorsqu'on choisit de le boiser et énormément d'effets. Donc ça va du plus petit copeaux paillette qui est au-dessus de 2 mm, en dessous de 2 mm c'est interdit, jusqu'aux douelles plus ou moins épaisses. Et ensuite, on a toute la catégorie des contenants avec les barriques, on en parlait tout à l'heure, et les contenants de plus grande capacité. Donc, l'utilisation du bois œnologique jusqu'aux douelles, au stave, est réglementée. Donc, c'est le règlement européen 606 de 2009 qui sera abrogé en fin d'année et remplacé par un nouveau règlement. Par contre, il faut juste noter qu'à partir du moment où on passe dans des contenants, donc des barriques, là on n'a plus de réglementation. C'est de l'ordre du contenant. Tout ce qui est réglementé, comme une pratique œnologique, ça va être le listing que vous avez juste au-dessus. Donc face à cette infinité de choix, comment faire pour trouver la bonne adéquation entre le vin que je veux faire, le bois et ce qu'il peut m'apporter, et également le niveau dans lequel je me situe au niveau de la pyramide qu'on a présenté ce matin. Donc il faut se poser plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce que le bois peut apporter en fonction du type de bois que j'ai en face de moi? Quel est mon objectif organoleptique? Est-ce que je veux gommer un défaut? Est-ce que je veux aromatiser? Est-ce que je veux élever? Est-ce que je veux donner une capacité au vin de vieillir plus longtemps? Quel est mon budget, évidemment? Et puis, de combien de temps est-ce que je dispose? Donc, une autre question qu'il faut se poser, c'est, au-delà du règlement européen, c'est est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Parce qu'on en a parlé pour les Côtes-du-Rhône, mais ça existe aussi pour certains cahiers des charges des appellations du Languedoc. Certains cahiers des charges interdisent l'utilisation de bois œnologique, de copeaux par exemple. Donc la question... Ah oui, pardon. Juste avant de passer, de répondre aux questions, je voulais simplement revenir sur la notion d'alternatif, qui est parfois trompeuse. En fait, on a tendance à opposer les barriques et les grands contenants aux alternatifs et dire finalement le bois œnologique, les copeaux par exemple, c'est là pour remplacer les barriques. Pas du tout. Je peux me tromper, mais j'ai jamais vu un élevage en copeaux qui mime vraiment un bon élevage réalisé avec des barriques de qualité. Le bois œnologique comme les copeaux par exemple n'ont pas vocation, n'ont pas la prétention de vouloir remplacer un élevage en barrique. Cependant, c'est que chaque bois en fait a son utilisation et produit son effet. Exactement. Donc chaque bois œnologique est capable d'apporter quelque chose, mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Donc si on prend la question du coût, si ça arrive, donc on trouve dans les bois œnologiques à peu près... Ah, c'est pour ça. Ça a bien marché. Merci. Donc, on peut aller de quelques euros
là, je vous ai mis le coût du bois à l'hectolitre de vin. Donc, en fonction de la nature du copeau et de la dose, on peut avoir des coûts entre 1 et 4 euros. Pour vous situer, le conseil œnologique, c'est à peu près entre 1 et 2 euros là-bas. Et puis, on peut arriver, c'est mal affiché, mais aux alentours de 7 à 25 euros pour des douelles. Non, ce n'était pas dans cet ordre. Des douelles, des stèves et des morceaux de bois plus importants. Et enfin, on peut monter, et ça, parfois, on n'en est pas assez conscient, jusqu'à un coût moyen de 90 euros par hecto pour l'utilisation de barriques. Là, j'ai pris une barrique, par exemple, un chai à barrique composé de barriques de 1, 2 ou 3 vins, donc un tiers, un tiers, un tiers, et avec un prix moyen d'une barrique de 600 euros. Donc, il est naturel de se dire qu'à partir du moment où on va choisir un bois œnologique cher, il va falloir qu'il y ait une valeur ajoutée, parce que le vin, au final, va revenir beaucoup plus cher à produire, et donc il faut que ce coût se retrouve à la fin pour le vigneron. Donc là, ce sont uniquement les tarifs du bois. Il ne faut pas oublier d'ajouter, même si c'est minime pour les copeaux, le prix des manipulations. Désolée, c'est encore complètement mélangé. Donc, aussi bien la mise en place de copeaux dans une cuve et puis simplement d'ajout de SO2, de réglage de SO2 et de dégustation va être assez simple à mettre en œuvre dans une cuve. Ça va être compliqué lorsqu'on va avoir des élevages plus longs, avec des douelles, des staves par exemple. Parfois on voit des vignerons qui construisent des structures carrément dans les cuves pour que le bois diffuse mieux. On va avoir un suivi organoleptique, un suivi analytique également plus accru. Et enfin, le plus chronophage et onéreux, ça va être l'élevage en barrique, puisqu'il faut une gestion, un chai déjà, une gestion de bonne température et l'hygrométrie dans le chai. Il faut réaliser plusieurs étapes qui sont l'entonnage, les soutirage, les houillages, etc. Et donc là, on peut estimer de 2 à 6 heures par barrique et par an le travail que cela représente. Donc ça rajoute encore un coût à l'utilisation des barriques et plus grands contenants. Une fois qu'on a parlé du budget, on peut parler du temps. De combien de temps est-ce qu'on dispose pour boiser ou pour utiliser les copeaux, les bois œnologiques. Donc, simplement en vinification, on va avoir des temps de contact qui sont minimes. Ça peut être une semaine, 2 semaines, jusqu'à 1 à 2 mois pour des copeaux. On passe à plusieurs mois pour les élevages en douelle et en stave, et à 6, 12, parfois plus, pour des élevages en barrique. Dans tous les cas, on préconise toujours de mettre le bois, évidemment en vinification le plus tôt possible, mais de mettre le bois et le vin en contact rapidement, pour les vins rouges notamment, enfin ça marche aussi pour les blancs, dès lors qu'évidemment on a un objectif défini. Donc on ne boisse pas à l'aveugle un vin dont on n'aurait pas d'idée de marcher par la suite. Il existe de toute façon un temps incompressible en fonction de la nature du bois œnologique qu'on va utiliser. Donc, on ne peut pas. Le bois, c'est aussi une question de temps. Après, le temps est dicté par la dégustation et par ses objectifs. On va enlever le vin du bois à partir du moment où on aura atteint la charge tannique que l'on voulait, les arômes, le profil aromatique que l'on souhaitait. Les tendances et les objectifs organoleptiques. Donc, comme on le disait plusieurs fois ce matin, il faut toujours savoir d'où l'on vient. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on s'éloigne un peu du profil que je vais vous exposer, c'est-à-dire qu'on demandait auparavant au bois d'apporter de la sucrosité. Donc, la sucrosité, ça a été défini récemment à Bordeaux, mais même si on se doutait un petit peu de la définition, c'est l'aptitude d'un vin à procurer une sensation sucrée, même si il ne contient pas de sucre au sens chimique du terme. Donc, les équipes de Bordeaux ont identifié un certain nombre de molécules qui sont responsables de cette saveur sucrée. Ils ont montré aussi que le bois neuf en donnait un certain nombre et que la capacité à donner cette sucrosité diminuait avec l'âge des barriques. Ensuite, après avec la sucrosité, on voulait des arômes, souvent des arômes très vanillés. Donc là, vous avez un graphique qui vous expose ce que l'on fait au laboratoire, entre autres, c'est-à-dire qu'on peut doser
sur un bois l'ensemble des molécules aromatiques qu'il va être capable de donner à un vin. Donc vous avez un certain nombre de molécules, et sur ce bois qui existe encore, on peut encore avoir des objectifs de boisé un peu vanille, parce qu'il faut quand même se souvenir que la vanille est un arôme très rassurant pour le consommateur, notamment néophyte. C'est très facile, c'est très flatteur en dégustation. Donc là, vous avez un bois qui contient beaucoup de whisky lactone, donc 6 et trans whisky lactone, et peu d'autres choses qui sont par exemple le furfural, méthylfurfural, qui peuvent être des notes d'amandes et d'amandes grillées qu'on va avoir sur des bois plus toastés. Le crésolfe, pareil, un arôme de chauffe qui donne des notes de fumée. Et gaiacol encore, c'est des notes de pain grillé que l'on connaît bien sur les barriques. Donc ça, c'était avant. Où est-ce qu'on va maintenant? Donc maintenant, quel que soit, je pense, le niveau dans la pyramide, le bois doit accompagner le vin. On est moins sur l'aromatisation. D'ailleurs, le règlement dont je parlais de 2009 en début de présentation stipule bien que l'aromatisation des vins est interdite. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu paradoxal parce qu'on voit beaucoup de communication faite sur des copeaux où on ne communique que sur les arômes que ça va apporter. On voit des jolis dessins de vanille, de caramel au beurre salé et autres saveurs comme cela. Donc on demande au bois, même en entrée de gamme, de moins boiser. On peut, Monsieur Robert le disait, utiliser des copeaux lors des vinifications pour pallier à des petits manques de maturité, par exemple. Ça marche très bien sur des vendanges qu'on aurait rentrées à cause de blocage de maturité, comme pouvait l'exposer Nicolas Dutour avant. On va avoir un petit peu plus de complexité, un peu d'enrobage de tanin. On va apporter évidemment de la sucrosité, aromatiser légèrement. Il faut juste être conscient que ces outils sont à utiliser avec parcimonie et éviter tout effet de standardisation et on ne peut plus présenter, même dans les basiques, des kilos de vanille et des vins qui se ressemblent tous. C'est le risque. Un mot juste sur ces entrées de gamme, je n'ai pas mis dans la frise des coûts. On ne considère pas que les barriques âgées peuvent avoir un intérêt. Vraiment, même sur des entrées de gamme, enfin, que ce soit entrée, cœur ou haut de gamme, une barrique est chère à l'achat, mais on voit trop souvent malheureusement des parcs à barriques vieillissants et on voit des résultats extraordinaires avec l'utilisation de dominos, de stave sur des élevages bien faits de plusieurs mois en cuve qui sont incomparables par rapport à un vin qui serait élevé dans des barriques de 5, 6, 7, voire plus de vin malheureusement. Lorsqu'on monte en gamme, donc on va demander au bois, encore plus que pour les entrées de gamme je trouve, de soutenir le style du vin. On en a parlé plusieurs fois ce matin, on veut que le bois accompagne le vin, son style, son identité, son terroir. Et là, même si on peut avoir, je vous l'ai mis ici, des bois très aromatisants parce que avec des chauffes importantes, donc avec des notes furfurales très importantes, des arômes furfurales très dominants. C'est une question de dosage. On peut utiliser ces bois, mais on demande au bois de ne pas trop marquer et de se fondre. De ne surtout pas écraser le fruit dans le vin. On demande aussi de plus en plus au niveau de la charge tannique des vins, non pas de trop structurer le vin, mais de tendre le vin. Et je trouve que les tonneliers et les vignerons dans la région ont fait de très beaux efforts parce qu'on voit des boisés, des chais à barriques qui donnent des vins avec des profils très modernes et des vins extrêmement tendus qui soutiennent justement ces raisins qui parfois peuvent manquer d'acidité. Donc, je voudrais juste revenir un instant sur le fait qu'on oublie souvent l'apport d'oxygène lorsqu'on parle d'alternatifs. On a tendance à bien le comprendre ou bien en tout cas l'entrevoir lorsqu'on gère un chai à barrique. On sait que quand on met un vin en barrique, le vin va imprégner les premiers millimètres de bois. Donc le bois, c'est un matériau très poreux, il y a à peu près 60% d'air. Le vin donc prend la place de l'air dans les fibres de bois et donc il y a des échanges et il se charge en oxygène. Ensuite, vient un deuxième phénomène dans les parcs à barriques, c'est l'échange entre le bois
le vin et l'air ambiant. Donc, il se fait par le creux de bonde. Donc ça, évidemment, ce deuxième phénomène n'a pas lieu lorsqu'on utilise des alternatifs. Cependant, le premier phénomène, qui est les échanges vraiment de contact entre le bois et le vin, a d'autant plus lieu qu'on plonge les douelles et donc que le vin est en contact avec toutes les faces de la douelle et pas une seule face intérieure des barriques. Donc ça, il ne faut absolument pas le perdre de vue. On le voit d'ailleurs quand on plonge des douelles dans un vin, souvent on a une consommation de SO2 importante. Donc ça, c'est voilà, 3 aspects dans le bois: l'apport d'arômes avec les molécules volatiles que je vous exposais, l'apport de tanins avec les allégés de tanins, et aussi l'apport d'oxygène qu'il ne faut pas oublier. Donc il ne faut pas oublier non plus que le bois est un matériau vivant, que c'est extrêmement difficile pour un tonnelier de vous assurer que le bois que vous avez vendu l'année dernière sera exactement le même que l'année suivante. C'est pas vrai. D'ailleurs, vous le savez très bien, parce que le raisin n'est pas le même, donc le vin n'est pas le même. Donc c'est évident qu'on aura des différences dans les élevages d'une année sur l'autre. Pour ça, on vous engage à faire le plus d'essais possible. Il y a quelques outils à disposition. On a vu pour les copeaux notamment, donc des essais en barrique, en bib, de quelques semaines. Ils peuvent vous aiguiller sur les arômes et les tanins que vous pouvez espérer obtenir de ces copeaux. On voit aussi des fournisseurs de douelles qui peuvent faire des essais avec des concentrés de ces douelles, donc des vins qui ont passé du temps avec des fortes doses des douelles. Ça ne donne évidemment pas le résultat final, mais au moins ça donne une indication. Et ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup la tonnellerie accompagner ces nouvelles tendances, parce qu'ils ont bien compris que ce qu'on demandait au bois hier n'est plus ce qu'on demandait au bois aujourd'hui. Et on trouve que d'une image un peu traditionnelle, avec un fort savoir-faire, on passe à une image, et qui n'est pas qu'une image d'ailleurs, il y a un réel virement de bord. On voit des tonneliers qui investissent énormément en recherche et développement, avec des dosages comme ceux qu'on fait au laboratoire du Bernay, pour mieux maîtriser les arômes qu'ils apportent, pour travailler leur système de chauffe également. Donc, suivre, avoir des apports, gérer l'humidité. On voit des tonneliers qui arrivent à reproduire exactement les mêmes conditions de chauffe en fonction de ce que vous avez défini avec eux. On voit aussi des innovations donc, sur les fonds des barriques. Donc on peut voir quelquefois fleurir des fonds en PET, justement pour moins marquer le bois. Et parce que je trouve que la tonnellerie s'adapte bien aux demandes du marché, aux demandes des vignerons. Et ils sont obligés, parce qu'eux aussi ont une matière première qui va évoluer, et aussi font face également au changement climatique, puisqu'ils font face à des arbres qui vont pousser plus vite, donc avec des grains plus gros, et donc sans doute des apports d'oxygène encore plus importants. Donc la dégustation sera de toute façon changée, et ils seront obligés de se renouveler totalement. On est sur quelle essence, Tatiana? Essentiellement du chêne? Ah oui, là je ne l'ai pas précisé, mais que du chêne. Que du chêne. Que du chêne. On voit pas de variante de châtaignier ou autre chose? C'est anecdotique. C'est anecdotique, ça n'a pas vraiment encore fait complètement. C'est pas très répandu. Voilà. On travaille traditionnellement que du chêne, surtout sur le haut de la pyramide, quand même plus qualitatif. Merci, Tatiana. Merci à vous. Et on va continuer. Tatiana, qui est ingénieur agronome. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure pour échanger peut-être de vive voix, si vous souhaitez rencontrer et discuter avec chacune des personnes qui montaient sur scène ce matin, chacun des vignerons, experts, œnologues. On pourra le faire à la fin de ce rendez-vous. On approche de la fin.